Voilà, alors ce soir, en effet, comme Laurence le disait, le professeur SBN ne pourra se joindre à nous. Il est docteur en santé publique et souhaitait nous parler de l'éthique. Il a d'autres occupations ce soir, mais nous allons accueillir deux docteurs, le docteur Pierre Elbaz, qui est radiothérapeute depuis Non, non, bientôt, non, radiologue. radiologue, radiologue, Radiologue. bientôt 35 ans, c'est exact. 35 ans de pratique, pas 35 ans d'âge. Non. 35 ans de pratique, oui, oui. Oui, oui, en effet. Voilà. Ouais. Et vous êtes spécialisé dans les pathologies mammaires. Oui, exactement, absolument. Voilà, et Absolument. le docteur Elbaz va nous partager son expérience qui est profondément humaine à travers différentes expériences qui ont marqué sa pratique tout au long de son expérience de radiologue. Voilà. Et puis avec nous, nous aurons aussi le docteur Toledano, qui est cancérologue, radiothérapeute pour le coup, président du conseil médical de l'Institut d'oncologie des Hauts-de-Seine, Nord, je crois qu'il faut préciser, directeur médical de l'Institut de cancérologie Hartmann, et il préside l'Institut Raphaël, qui est la maison de l'après-cancer. Qu'il a créé. Voilà. Qui est un lieu de médecine intégrative, mais ça, on aura l'occasion de parler de la révolution des établissements, des pratiques dans les établissements. Super, merci beaucoup, beaucoup Damien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut commencer. Pierre, Oui. C'est à toi. Le thème de ce soir, c'est le care, le soin, le prendre soin. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux… Le soin, alors, tu m'as effectivement parlé de ce sujet-là, et c'est vrai que je t'ai tout de suite dit oui, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très important de parler de la relation au thérapeute. Dans cet objectif, j'aimerais parler de deux choses. L'importance de l'annonce. L'importance de l'annonce du diagnostic. C'est souvent la première étape dans la relation entre le patient et le médecin. J'aimerais aussi vous parler de la puissance que le désir de vie peut engendrer dans le processus de guérison. Très important. Alors l'annonce. Comme tu l'as dit, je suis radiologue, donc les radiologues, on est souvent en première ligne dans l'annonce du diagnostic. On est à côté du patient, on vient de lui faire son examen, il nous regarde, il attend. Et l'annonce, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas à la fac. C'est capital, mais ça ne s'apprend pas. Et il y a autant de façons d'annoncer que de médecins. La façon d'annoncer aussi évolue. Ça évolue avec le temps, ça évolue avec la pratique, ça évolue avec l'expérience. Mais il y a un point commun avec toutes ces annonces, c'est l'empathie. L'empathie, elle est indispensable. Cette empathie, elle passe par l'association, pour moi, de deux choses. Le mot, et le regard. Le mot, c'est ce que retiendra le patient à la fin de la consultation. Il ressortira de là soit accablé, soit combatif. Peut-être accablé. Le patient ou la patiente? Tu as des femmes beaucoup? Là, oui, moi, non, je dis le patient, mais tu as raison, Laurence. C'est des patientes, pratiquement à 100%. Oui, moi, je vois du cancer du sein, je vois des cancers du sein tous les jours. Aujourd'hui, j'en ai vu 3, tu vois. Donc, oui, c'est des patientes. C'est des patientes qui sont là, qui nous observent. Et une fois qu'on a fini toute la partie technique, bon, voilà, on est là, on parle, on annonce le diagnostic. Et dans cette annonce, je crois qu'il faut être rassurant. C'est très important on passe notre temps à rassurer tous. On passe nos journées entières à rassurer. Mais on doit en même temps être très franc, très clair, très droit. On ne doit pas dramatiser. On ne doit pas minorer, minimiser. Et puis, il y a l'importance du regard. Alors là, ça, je me suis aperçu que le regard, ça, je m'en suis aperçu avec le temps. Le regard, c'est quelque chose on doit regarder droit dans les yeux. Il doit sentir qu'on regarde vers lui. Il faut que notre regard aille dans le sens de la patiente, du patient, pas de la maladie. Il faut que le patient sente ça, quoi.
Il faut vraiment qu'ils sentent ça. Et j'ai pu me rendre compte que la confiance... Vous m'entendez? Oui. Il y a un écho de quelqu'un qui a une double... Alors, Ça va? si. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Donc, j'ai pu me rendre compte que à partir de là, la confiance pouvait s'installer vraiment. Et que tout ça, cette confiance, ça rentre directement dans le processus de guérison. Hein. On démarre le processus de guérison au moment où on commence à annoncer. Ça démarre à cet instant-là. Et alors, j'aimerais vous parler maintenant, deuxième chose, c'est le désir de vie. Je peux te poser, attends, je peux te poser une question, là, tu vas vite. Bien sûr. Tu vas vite. Oui, je t'en prie. Moi, j'aime bien les témoignages en direct, c'est-à-dire que tu dis Oui. aujourd'hui, tu as eu 3 situations dans lesquelles tu as fait ton échographie. Est-ce que tu peux nous prendre, évidemment, avec toute la protection qu'il y a sur la confidentialité, mais est-ce que non, mais bien sûr. Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose de ce que tu as vécu, toi, au moment où tu as fait l'examen et où tu as eu une parole prononcée à la patiente? Encore une fois, en respectant la confidentialité. Tu veux dire aujourd'hui? Aujourd'hui, tu veux parler d'une patiente? la semaine dernière, enfin, voilà. Ah oui, d'accord. Moi, je t'avais préparé 3 cas sur le désir de vie, mais ok, pas de problème. C'est après. D'accord, pas de problème. Aujourd'hui, par exemple, j'ai vu une jeune femme, enfin une femme qui avait une quarantaine d'années, qui a 42 ans, qui vient juste pour un contrôle. Ça fait 4 ans qu'elle est suivie régulièrement. Rien de particulier, elle a juste un antécédent familial de cancer du sein. Donc, je lui fais son examen et là, je tombe sur un cancer du sein. Une image, on ne palpait rien, mais on le voyait très bien sur la radio, on le voyait très bien sur l'échographie. Donc, elle venait pour un contrôle et là, radiologiquement, échographiquement, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de difficulté. Et là, donc, elle voit que je commence à faire des examens complémentaires et à lui proposer de lui faire immédiatement une biopsie, puisque c'était ça. Et là, c'est une patiente qui était naturopathe. Ah non, tu donnes pas trop d'infos, Non, bon, enfin, peu importe. Enfin, bon, elle faisait de la médecine alternative, quoi. Elle faisait des choses comme ça. Et elle n'a pas voulu que je lui fasse ça. Elle n'a pas voulu. Elle a compris, elle a parfaitement compris que c'est un cancer, mais elle n'a pas voulu que je lui fasse sa biopsie, que je rentre dans ce processus. Et elle m'a dit, je vais aller de mon côté, mon propre côté, voir comment je vais explorer ça. J'ai un groupe de gens avec qui je travaille, je collabore, le massage, l'auriculothérapie, l'hypnothérapie, enfin bon, tu vois, tout ce que, voilà, ce qui n'est pas notre médecine, quoi. Et elle a décidé de partir là-dedans. J'ai pas essayé vraiment de forcer le trait. Je lui ai dit, écoutez, peut pas. C'est une femme, 42 ans, responsable, fait ses choix. Moi, je lui dis, il faut faire une biopsie. Certes, il faut attendre le résultat de la biopsie. Et puis, après, vous serez prise en main par un service spécialisé. Elle n'a pas voulu en entendre parler. Là, ça aurait été intéressant d'avoir le professeur d'éthique, parce que qu'est-ce qu'on fait? Mais tu vas voir Alain, tu vas avoir le dialogue avec Alain. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait, Alain, devant un tel cas? Qu'est-ce que je fais? Je lui force la main, je lui dis, écoutez, partez dans votre délire. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, voilà, je lui dis non, je suis pas d'accord, tatati, tatata. Non, je lui ai dit, écoutez, essayez ça, mais c'est pas du tout ce que je vous propose, c'est pas comme ça qu'on travaille ici, c'est pas ceci, c'est pas cela. Enfin, très classique, j'ai essayé de la ramener à nous. Elle n'était pas rebelle, hein, pas du tout. Mais pour elle, il était évident qu'elle irait se soigner autrement et d'une autre façon. Elle passerait pas par la chirurgie, elle passerait pas par la radiothérapie, elle passera même pas par la biopsie. Peut-être, tu sais, peut-être que. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Bien sûr, c'est ce qu'elle m'a dit aujourd'hui. J'avoue que j'étais un peu désarçonné, hein, ça arrive pas souvent, ça. gens qui refusent le chemin classique. Qu'est-ce que tu fais, Alain, pour un truc comme ça? Oui, alors d'abord, effectivement, la vérité médicale et la vérité humaine sont souvent un peu différentes de prime abord. Alors, la problématique du rejet de la proposition, elle est souvent due à une représentation mentale qui est décalée entre l'émetteur et le récepteur, donc entre le médecin
qui va préconiser un acte médical avec sa manière de le penser positif pour la patiente, et la patiente qui va recevoir cette information comme étant contraire à ses principes, sa culture. Et donc, on se représente mentalement négativement ce geste. Et donc, entre les deux, celui qui propose et celui qui reçoit, il y a un chemin et il y a du temps. Donc, c'est vrai qu'on est souvent dans la hâte. Et on connaît les plannings aujourd'hui de nos radiologues en ville, à l'hôpital, des médecins cancérologues, etc. Et il y a souvent une incompatibilité temporelle entre le temps nécessaire pour recevoir cette information, la métaboliser et réagir, et puis la pratique de tous les jours. Donc, ça nous arrive effectivement fréquemment. Des gens qui arrivent avec des a priori, et puis ils attendent de façon posturale à ce qu'on s'oppose, que la médecine s'oppose à leur vision de la façon de se soigner. Alors, techniquement, c'est un obstacle qui doit être contourné calmement, en donnant du temps, de l'écoute, et en comprenant bien les forces de freinage. Et c'est vrai que si on laisse entrevoir qu'on ne va pas s'opposer aux principes fondateurs de l'identité de cette dame naturopathe, à ce moment-là, avec du temps, on va pouvoir l'amener à être traité. Alors effectivement, ce n'est pas le plus fréquent, comme tu le dis, mais ça nous arrive quand même plusieurs fois par an, tout le temps. Donc c'est vraiment une histoire de temporalité, de dialogue, de représentation mentale. Et que ce soit un geste biopsique ou un médicament qu'on prescrit, si la représentation mentale est négative, ce n'est pas pareil que si le médicament ou le geste biopsique ou la procédure médicale est notre allié. Et donc, il faut reconstruire en fait la pensée, qu'elle devienne positive. Mais notre temps d'action et le cadre des relations qu'on a instaurées fait que finalement, le patient, il peut se sentir un peu chosifié et il n'a pas envie de nous léguer son corps sans qu'on ait à le convaincre complètement. Donc, c'est un mode de résistance finalement de certains patients que de ne pas accepter d'être chosifié. Surtout avec le radiologue, qui est quand même, j'en parlais avec Pierre l'autre jour, c'est pas comme le médecin qui suit. Le radiologue, il vient, il palpe, donc il a un contact, Pierre, il a un contact, mais après, c'est pas pris dans un contexte relationnel, oui. Tu as tout à fait raison. J'ai évidemment, dans ce cas-là, puisqu'on parle de ce cas-là, j'ai adressé un courrier immédiatement à son médecin, celui qui nous l'avait adressé, en lui expliquant et en lui disant mon diagnostic, etc. Mais on a un peu l'impression de se défausser. C'est-à-dire que la patiente, je laisse partir avec, comme vient de le dire Alain, ses convictions. Je vais évidemment lui laisser le temps. Je lui ai donné le programme qu'il fallait qu'elle suive, mais elle veut suivre le sien, elle le suit, elle sait que la porte est ouverte pour faire ses prélèvements. Mais on a quand même l'impression, quand on écrit cette lettre à ce médecin référent, ce médecin correspondant, un peu de se défausser, c'est-à-dire, bon, c'est à lui maintenant que je repasse le bébé, il a qu'à se débrouiller avec la patiente. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, on est souvent en première ligne, mais tu as raison, on est parfois amené à le faire. C'est comme ça, on envoie un courrier, c'est le médecin, le correspondant, qui recontactera sa patiente et qui prendra le temps de lui expliquer tout ce qu'on lui a dit. Tu as raison, Alain, Alors, on n'est pris pas. Alors notre cadre relationnel, il est aussi important parce que c'est vrai qu'on a été structurellement habitué à prendre la responsabilité pour le patient et à l'inciter à se comporter comme. Absolument. À partir du moment où le patient est maître de son corps, de son destin, et on est dans une relation informative, notre première histoire, c'est de communiquer pour que le patient puisse choisir. Et donc, on ne doit plus avoir de culpabilité médicale à prendre le temps relationnel nécessaire. Quand bien même ce temps serait préjudiciable, s'il faut 1 semaine, 2 semaines, discuter 3 ou 4 fois, même si c'est préjudiciable à la patiente. Il nous est arrivé d'avoir des patientes qui viennent avec des maladies localisées qui ne veulent pas être traitées et qui reviennent pour être traitées lorsqu'elles ont des métastases qui font qu'elles ne peuvent plus se déplacer parce qu'elles ont mal partout. Mais, ça, j'ai plein de cas comme ça. Ouais. Mais le corps de la patiente et sa vie n'appartient pas au médecin. Donc, si on se détache du sentiment de culpabilité ou de la responsabilité, qui est finalement une notion très juridique, et qu'on s'engage… C'est pas évident. Et qu'on s'engage dans une relation d'échange,
ben, on rattrape une partie. Pas toutes, parce qu'il y a des gens qui ont des croyances plus fortes que leur savoir ou que les savoirs de l'interlocuteur. Mais je crois que le chemin, c'est un autre mode relationnel, et puis un temps d'écoute qui est enfin, finalement le premier traitement qu'on va pouvoir administrer, c'est un temps pour comprendre l'autre. J'aimerais intervenir, si c'est possible. Oui, bien sûr. Merci. Moi, je trouve que… Vous pouvez dire, Lionel, en 2 mots, votre nom et ce que vous faites pour que je m'appelle Lionel Nakache, je suis algologue et psychosomaticien. Et je n'exerce plus maintenant, mais j'ai été dans une autre vie anesthésiste réanimateur. Donc, je suis enseignant à l'Institut de psychosomatique intégrative. Je suis psychothérapeute psychosomaticien et superviseur. En ce qui concerne cette discussion, moi, je trouve que, au fond, elle pose la question qui n'est pas explicitée de la chaîne de soins, c'est-à-dire du dispositif thérapeutique. Et en l'occurrence, effectivement, là, ça a été dit à juste titre, la question, elle se pose en premier lieu entre le prescripteur de l'examen diagnostique, le patient, puisque c'est quand même la relation médecin-malade, la relation thérapeutique première. Le radiologue, là, effectivement, intervient dans la chaîne de soins et est interpellé par une relation thérapeutique, mais je dirais une relation diagnostique, là, à ce stade-là. Et donc, c'est effectivement, je dirais, spécifique. Mais ça pose aussi la question pourquoi est-ce qu'il y a une chaîne de soins? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, docteur Elbaz, est-ce que le médecin prescripteur, vous avez une relation professionnelle avec le médecin prescripteur? Est-ce que c'est une chaîne de soins ou est-ce que cette patiente est venue vous voir par hasard comme un radiologue X? Non, les patients qui viennent me voir, dans la plupart des cas, vraiment la grande majorité des cas, sont adressés par des correspondants avec lesquels nous avons l'habitude de travailler. Des correspondants qui sont des gens que nous connaissons. Là, c'était un correspondant que je connais depuis 25 ans. Hein. Donc, cette patiente était déjà venue 2-3 fois. Non, c'est toujours des gens qu'on connaît très, très bien, des correspondants. Et c'est pour ça qu'on propose… Donc, vous êtes intégré au dispositif. Complètement. D'accord. On travaille dans ce cas précis. Parce que c'est vrai que, je veux dire, bien sûr que… Je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Oui, ce que je veux dire, bien sûr qu'il y a une interaction entre vous et la patiente, mais je veux dire, cette interaction, elle doit être fusionnée, elle doit être fondue, elle doit être interactive dans un triangle avec le médecin prescripteur. Et la patiente, bien entendu. C'est-à-dire qu'on a l'habitude dans les centres de sénologie, quand les correspondants adressent dans des centres de sénologie, eux, ce qu'ils veulent, les correspondants, c'est qu'on leur donne un diagnostic. C'est qu'ils veulent savoir ce que la patiente a. Et donc, ils savent qu'ils nous adressent, ils nous disent, tu fais tout ce qu'il faut faire pour savoir ce qu'elle a. Et quand il faut faire une seule échographie, quand il faut faire une mammographie, quand il faut faire une biopsie, enfin, on a la grande latitude. Avant, il y a de nombreuses années, il fallait renvoyer au correspondant, on préconise de faire ça, et le correspondant disait, je suis d'accord pour que vous le fassiez, on le faisait, enfin, tout ça était et comme il l'a dit tout à l'heure en introduction, Alain, il y a ce problème de la temporalité. Maintenant, effectivement, on a tendance à tout vouloir faire en un temps, pour tout le monde et avant tout dans l'intérêt du patient. Mais c'est vrai qu'il faut savoir laisser le temps au temps. Et quand le patient ne veut pas faire tout de suite, veut prendre le temps, on renvoie évidemment à son médecin. Très souvent, le patient nous laisse la main. Cette question-là de la temporalité, elle ne se pose pas, enfin, accessoirement, mais elle ne se pose pas spécifiquement dans la relation avec le radiologue diagnosticien, je dirais. Je ne parle pas du radiothérapeute. Oui. Le radiologue diagnosticien et le médecin qui a prescrit l'investigation, qui a posé l'hypothèse diagnostique, qui a déjà, s'il a posé une hypothèse, établi une relation thérapeutique avec la patiente.
Donc, si vous voulez, c'est là où la question de la chaîne de soins se pose, avec, voilà, c'est-à-dire entre correspondants, médecins référents, comment, je veux dire, sur quel schéma relationnel et sur quel schéma d'annonce on se pose. Je trouve que c'est fondamental, ça. Parce que, Lionel, enfin, je te tutoie, Oui, bien sûr, bien sûr. tu te retrouves en face d'une question un peu seule, un peu isolée, alors que cette question, elle s'oppose au dispositif. Pour moi, Lionel, ok, on va en parler parce que le dispositif, précisément, Alain a pensé, I had a dream, il a très eu bien. et il a pensé Parfait. un dispositif. Mais là, c'est marrant, j'ai envie d'être dans la parole de cette femme, là, ce soir, et de dire, comme si j'y étais, docteur Elbaz, c'est pas vous que j'ai rejeté, c'est pas votre médecine que j'ai rejetée. Au moment où vous m'avez proposé la biopsie, c'est ce que j'ai compris voilà, qui allait s'ouvrir devant moi de mon destin, c'est-à-dire biopsie veut dire cancer, veut dire tout un traitement. Et c'est à ça que sur le moment, j'ai dit non merci. Et, et je crois que, parce qu'on y reviendra tout à l'heure, Pierre, je crois que quand tu parles de cette empathie qui fait que par le regard, tu transmets du vivant et du je prends soin de vous, je veux du bon pour vous, en même temps, à cet endroit-là de la relation, il y a la femme qui dit là, c'est trop pour moi, je verrai plus tard. Donc, quel que soit le dispositif, Lionel, il y a quelque chose qui dit donnez-moi du temps de digestion de cette information, je vais en faire quelque chose, peut-être avec mon réseau, avec mes médecines, mais je vais en faire quelque chose. Et donc là, je dirais que le dispositif, il a été quand même, il est conservé puisque le médecin traitant a reçu de Pierre. Par ailleurs, Pierre, je crois que ce que ça dit aussi, c'est la solitude du médecin. Ce que tu évoques là, c'est comment toi, et on va en parler sur les cas, parce que je connais ton humanité incroyable à l'égard de tes patients, c'est comment tu te retrouves là devant presque une difficulté par rapport à ton éthique, c'est-à-dire que toi, tu t'es conçu pour créer de la guérison, c'est ton mindset. C'est très juste ce que tu viens de dire. J'étais gêné par rapport à mon éthique parce que pour moi, cette femme partait sans, comme ça, un peu dans la nature, puis c'est le cas de le dire. Elle partait, et moi, je sentais qu'elle allait perdre du temps, qu'elle allait avoir une perte de chance, parce qu'elle était partie. Elle voulait pas du tout de cette médecine cartésienne. Hein, elle a été très claire, elle était très très gentille, très claire. Elle est convaincue qu'avec sa médecine alternative, elle va parfaitement guérir. Mais convaincue, c'était une femme qui avait un discours très clair, qui n'était pas du tout, c'était pas une éberluée, hein, tu vois. Et effectivement, ça m'a posé une question sur le plan éthique. C'est ça, donc tu ça vois, pose, parce que, bah oui, tu te dis. mais ça pose la question de la formation des médecins. Et ça, on va y revenir avec Alain, parce que on nous a formés dans la conviction que notre médecine est la médecine et qu'on peut faillir si on n'est pas à peser de tout notre poids. Or, tout à l'heure, je lisais un fil très intéressant de Maria qui disait, mais même les commerciaux, ils ont appris que pour vendre, il fallait plus forcer les arguments, mais il fallait danser avec l'autre, en gros. Hein. Oui. Ce que tu as fait, je n'en doute pas une seconde. Hein. Tu as une humanité, je le connais. Mais en tout cas, ça pose la question des nouvelles formations des médecins. Est-ce qu'on peut te passer la parole, Alain? Oui, oui. En fait, à juste titre, tu parles des médecines, et en fait, on peut même demander aux médecins leur définition de ce qu'est la médecine. La médecine, c'est l'ensemble des connaissances scientifiques et des moyens de tous ordres qui sont mis en œuvre pour soulager, prévenir et traiter des maladies, des blessures et des infirmités. C'est-à-dire qu'avec des mots, on soigne et avec des mots, on tue. Donc, on n'a pas, nous, à récupérer la médecine au profit de tout ce qui est l'acte technique. Donc, le premier acte médical, c'est l'entrée en relation avec cette dame qui potentiellement peut avoir une peur de mourir ou bien une non-envie d'entendre
finalement les traitements proposés qui fait que c'est l'entrée en relation notre premier acte médical. Alors moi, personnellement, je ne parle plus de médecine alternative. Voilà, parce qu'on peut avoir des médecines complémentaires et un projet alternatif. Mais ça dépend le contexte dans lequel on va les intégrer. Alors, c'est assez intéressant la manière avec laquelle chacun, et tu l'as dit au début, c'est très singulier, chacun va regarder cette situation. Moi, je n'aurai pas de culpabilité sur le plan de mon éthique à Bien, tu partir vois, du, c'est à partir du là, moment où on a donné le temps. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord, la morale, c'est à l'échelle individuelle. La morale, c'est le bien et le mal. Mais à l'échelle collective, il n'y a pas de bien et mal. Il y a ce qui est bon et ce qui est mauvais pour nous tous. Et on appelle ça donc l'éthique. La manière avec laquelle on exerce aujourd'hui, avec très peu de temps, une standardisation des procédures et finalement une chosification de l'individu, c'est plutôt ça qui devrait gêner notre éthique collective, c'est notre pratique du soin. Alors qu'on peut y opposer aujourd'hui, on n'a pas les conditions économiques et le système adéquat encore, mais on peut y opposer une autre manière d'exercer avec l'attention particulière, la disponibilité, la responsabilité relationnelle, et donc cette éthique du care qu'on défend ensemble. Donc, à partir du moment où on a considéré la patiente, on a pris le temps d'expliquer, on s'est inscrit dans une relation d'écoute, on a été présent, on avait une attention particulière, on avait une intention de lui venir en aide, je ne me positionnerai pas dans une problématique éthique, je me dirais juste finalement qu'elle a d'autres besoins qui vont lui permettre, enfin, d'autres besoins à couvrir avant d'entrer dans une phase diagnostique. Donc, pas de culpabilité, mais finalement, on dit, tiens, un cas un peu plus complexe sur le plan mental, à nous d'aller la chercher. Mhm. Ça te parle, Pierre? Oui, oui, non, non, mais je comprends parfaitement. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. J'ai été interloqué par le fait je ne savais pas qu'elle avait ce métier-là. Donc, et c'est quand j'ai commencé à lui parler qu'il fallait faire des investigations complémentaires, que là, elle m'a dit non, très gentiment. Alors, on a eu une relation parfaite, enfin, tout à fait normale. Et elle m'a dit non, 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 moi, voilà ce que je suis. Je voudrais aller faire un autre chemin. Je connais ça. J'ai autour de moi beaucoup de patientes que j'ai récupérées après des traitements classiques qui ne marchaient pas et j'ai pu avancer avec elle, aller sur le chemin de la guérison. Enfin, elle était dans ce discours-là. Évidemment, je lui ai laissé le temps. Voilà, je lui ai dit, écoutez, voilà, j'adresse un courrier à votre médecin. J'ai pas forcé la main pour lui dire. Dans ma tête, je me disais, elle reviendra pour faire cet examen. Elle reviendra le faire, tu vois, parce que je pense qu'elle ne pourra pas passer outre son médecin. Je le connais bien, c'est un chirurgien cancérologue, il le fera. Il la laissera pas comme ça. Mais voilà, c'est vrai qu'on a l'habitude, si tu veux, c'est comme ça. On a l'habitude d'aller au bout de la chaîne diagnostique. Mais évidemment, tu forces pas la main et comme l'a dit Alain, tu prends le temps. Bien sûr que tu prends le temps. J'ai passé 1 heure avec elle. Tu vois, j'ai passé 1 heure avec elle là-dessus. On a beaucoup parlé. Peut-être Alain, si tu veux bien poursuivre un peu, après on reviendra aux facteurs invisibles de guérison qui sont à l'œuvre et qui s'appuient aussi sur la relation. Excuse-moi, je voudrais intervenir à ce stade parce que c'est un peu rapide pour moi. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Alain Toledano. Et en même temps, je trouve que le questionnement éthique de Pierre Elbaz est essentiel. Même s'il n'y a aucune raison d'en tirer une quelconque culpabilité. Je pense qu'effectivement, la question qui est posée à tout soignant, c'est quand même d'essayer avec le patient, pas contre lui, de lui offrir le plus de chances possible d'amélioration, si ce n'est de guérison. Et donc, je comprends que
l'éthique professionnelle de Pierre Elbaz, voilà, est questionnée et que c'est tout à sa qualité professionnelle. C'est quoi la guérison? Non, moi j'ai parlé d'amélioration, si ce n'est de guérison, Ben, c'est parce c'est-à-dire que on au y est. sens voilà, Alors, je dirais de rémission dans le cadre d'une maladie cancéreuse. non, parce on est exactement dans le sujet. En fait, Oui, oui, tout à fait. la guérison, quand on a été malade, c'est un état de retour complet à un bien-être physique, mental et social. Si on traite des corps ou des maladies, et on ne traite pas des personnes qui abritent ces maladies, on n'obtiendra pas de guérison. C'est évident. Aujourd'hui, pardon, excuse-moi. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'écrasante majorité des femmes qui sont traitées pour un cancer du sein, si on n'a pas fait le travail en amont de conditionnement et d'accompagnement en respectant qui elles sont, elles vont livrer leur corps à la médecine, elles gardent leur esprit, elles sont dissociées, et on va avoir des après-cancers qui font qu'on n'a pas de possibilité de réhabilitation simplement. Donc, bien sûr qu'on n'a plus de maladie, mais le fait de ne pas prendre ce temps de conditionnement, cette espèce de préhabilitation, et de ne pas rentrer dans la dynamique qui vont leur permettre plus tard de retrouver un bien-être mental et social, fait qu'on va emprisonner les gens dans la peur, on crée des malades chroniques. En fait, on a augmenté notre espérance de vie avec notre belle médecine occidentale, où on est à 80 ans, mais l'espérance de vie en bonne santé a tendance à diminuer. On est à 60 ans. Et donc, on a 20 millions aujourd'hui de Français qui ont des maladies chroniques. Alors, il y a le cancer, je suis très bien, cancérologue, mais ça peut être l'hypertension, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes neurologiques. Et finalement, on va traiter les maladies et on va voir toutes ces cohortes de patients en maladies chroniques, finalement, avec qui on n'est pas entré en contact. Donc là, on a une formidable opportunité d'entrer en contact avec une femme qui va marcher, c'est sa structure mentale, en manifestant ses croyances, quand toi, tu vas venir avec des savoirs scientifiques. Et donc, le entre-deux, c'est cette entrée en relation qui va nécessiter quelques étapes. Et des fois, ça peut aller vite. Mais c'est simplement que le cadre qu'on impose ne convient pas à tout le monde. Donc, il y a un petit peu d'ajustement. Moi, je suis... Lionel, 2 secondes. Est-ce que je peux te demander juste de vous garder votre parole? Il y a un moment qu'une personne que je ne connais pas, qui s'appelle Sarah, a levé la main. Il n'y a pas de problème, mais je souhaite Voilà. répondre à l'autre parce que, effectivement, je veux dire... Si, mais on va donner la parole à Sarah. Sarah, voilà. Oui, bonsoir. Moi, je suis là un peu à triple titre. Je suis journaliste en santé et c'est comme ça que j'ai reçu les informations, que je reçois régulièrement les informations sur votre groupe. Je viens de commencer une formation de naturopathe, donc voilà. Et je suis en ce moment en traitement pour un cancer du sein. Donc, voilà. C'est pas vous que j'ai vu aujourd'hui. Non, c'est pas moi que vous avez vu aujourd'hui. J'ai eu la chimiothérapie, la chirurgie qui a été légère et je commence la radiothérapie dans 10 jours. Voilà, donc juste pour vous recontextualiser. Et il se trouve que je suis donc très, très intéressée par les médecines alternatives et particulièrement par les médecines invisibles. Le corps quantique de Deepak Chopra est un livre que j'ai trouvé très intéressant, par exemple. Moi-même, j'ai beaucoup médité depuis que je sais que j'ai un cancer. J'ai fait du Reiki sur moi tous les jours. Il se trouve que j'avais été formée, mais que je ne l'avais pas utilisé et que là, je l'ai utilisé. Et surtout, je me disais, en entendant ce que vous disiez, Monsieur Elbaz, c'est que c'est tellement dommage, en fait, de cette femme qui elle est venue vous voir pour faire de l'imagerie, c'est que malgré tout, ça l'intéresse. Cette partie-là de la médecine. Elle avait besoin de savoir si elle était en bonne santé selon les codes de la médecine conventionnelle. Elle aurait pu ne jamais faire le choix de venir voir, elle l'a fait. Et pourtant, quand elle l'a su, elle est partie en courant, un petit peu. Et voilà, ce que je trouve dommage, c'est que ce ne soit pas possible de dire, tiens, si on coopérait, faisons cette biopsie, je ne vous donne pas les résultats si vous ne voulez pas les savoir parce que peut-être que vous avez peur que ça influence quelque part votre façon de voir votre corps et de vous projeter
dans ce que vous faites, la représentation que vous avez de la maladie. Mais faisons cette biopsie, ça nous donne un repère et allez explorer ce que vous avez besoin d'explorer. Si vous voulez revenir en ayant fait des choses, eh bien, on aura déjà ce repère et on pourra en faire d'autres. On peut vous dire ce qui est ou ne pas vous le dire. Je trouve ça tellement dommage. Et alors, je suis très intéressée avec... Je partage entièrement votre avis. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je lui ai dit de toute façon, je n'ai que des images. Le diagnostic ne viendra que par l'étude histologique. Donc, voilà, il y a des éléments qui font penser qu'il y a un élément qui est suspect. Je vous propose de faire un prélèvement pour envoyer à l'analyse et on verra après. Faire d'abord une analyse, on verra ensuite. Je trouve intéressant ce dialogue à tous les deux. Je trouve que Sarah... Mais c'est très juste, hein, je suis d'accord. Voilà, elle vient tout à fait d'accord. Elle vient de te parler le discours non invisible, enfin ce que n'a pas dit la patiente. Oui. Merci Sarah. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Sarah. C'est exactement et tu vois, la médecine de demain, c'est une médecine enseignée par les patients aussi. C'est-à-dire que votre dialogue, pour moi, c'est un dialogue d'enseignement. C'est un dialogue d'interaction dans lequel, ok, je prends la parole du patient. Je connais ton cœur et je connais ton empathie, donc je n'ai pas de doute une seconde sur comment tu fonctionnes dans ta réalité. Mais je trouve que là, ce petit moment de dialogue, c'est un vrai bijou, quoi. Ah oui, merci. Ouais. Et moi, ça me permet de rebondir justement, enfin de dire ce que je voulais dire, parce que ce que Sarah a explicité, c'est l'espace de sa subjectivité. Et effectivement, ça me paraît tout à fait fondamental. Je suis également d'accord avec ce qu'a dit Alain Toledano précédemment, évidemment. Mais toute la question qui est posée, c'est en fait à quelle conception de la personne humaine, de l'individu humain, on a affaire, c'est-à-dire comment on le pense. Parce que le problème, moi j'appelle ça la biomédecine, si vous voulez, c'est-à-dire la médecine d'un corps biologique totalement séparé, le corps séparé du sujet et le sujet séparé de son corps. Donc la biomédecine soigne les corps comme s'ils étaient autonomisés et que l'esprit, l'espace de la subjectivité, c'est-à-dire le psychisme des individus, n'intervenait pas ni dans l'espace de la relation thérapeutique, y compris dans sa dimension diagnostique, y compris dans la dimension pronostique, mais dans la conduite du traitement. Au fond, d'un certain point de vue, la question que tu poses, Pierre, c'est la question comment communiquer avec le patient. Et c'est en réalité, nous, en tant que psychosomaticiens intégratifs, on s'inscrit dans une modélisation précise, c'est-à-dire que l'individu n'est pas pensé comme un seul corps biologique isolé, mais comme une unité psychosomatique, c'est-à-dire qu'on refuse le dualisme, on refuse le clivage. Et donc, à partir de là, je veux dire que ce que vient de dire, j'ai oublié ton prénom, Sarah. Voilà, pardon. Ce que vient de dire Sarah est éminemment, essentiel, éminemment en résonance avec cela. C'est-à-dire comment moi ou toi, Pierre, en tant que personne humaine subjective, douée de facultés psychiques, mentales, psychiques, je peux rentrer en contact avec la personne est subjective de ce ou cette patiente-là qui se retrouve dans cet événement majeur de vie et qui est totalement perturbé par la survenue de cet événement. Lionel et Alain, vous avez parlé en début, vous avez beaucoup parlé d'éthique. Ouais. Imaginez que cette patiente, et ça arrive, et Lionel, tu avais soulevé le problème au tout début, cette patiente est arrivée par un correspondant que je connaissais bien, donc pas de problème, je lui ai écrit un courrier. Imagine à un instant que cette patiente vienne d'elle-même. Pour un diagnostic, ça arrive, hein, elle vient d'elle-même. Voilà, quid?
Quid? Qu'est-ce que je fais? Mais Alain, tu peux oui, répondre? oui, non, non, bien Qu'est-ce que sûr. je fais? Mais non, mais la problématique, tu ne feras pas plus, puisque finalement, c'est elle qui choisit ce qu'elle va faire. Oui, oui. Voilà. Mais tu Donc, en as fait, quand même tu le vas rien. sentiment, Hmm. tu as quand même le sentiment qu'elle repart dans la nature, D'accord. Mais je veux dire, avec son cancer. d'accord. Tu ne peux pas venir en aide à quelqu'un qui ne veut pas que tu lui viennes en aide Absolument. de la façon dont tu lui proposes ton aide. Hmm. Donc, la seule chose à faire, c'est de revoir la manière dont on propose notre aide, ou les temps qu'on va y allouer, ou les équipes dans lesquelles on va s'inscrire. Mais je veux dire, dans ce contexte-là, qu'elle ait ou pas en back-office un médecin traitant, ça ne va pas changer beaucoup. Ensuite, la difficulté qu'on a à gérer, c'est les croyances limitantes en règle générale, comme les loyautés invisibles d'ailleurs. Et on va en parler ce week-end au congrès des naturopathes. Hein. Et moi qui ai intégré beaucoup de naturopathes dans le dispositif, je pense qu'il faut continuer à éviter de dire que c'est des médecines alternatives, parce que la naturopathie va s'exclure d'un mode de raisonnement où elle devrait être complémentaire. Donc il y a une réforme de la manière avec laquelle on doit se considérer naturopathe, arrêter de créer des parallélismes. Donc ça, c'est un travail de fond pour les naturopathes. Et en règle générale, essayer de réconcilier le cerveau droit et le cerveau gauche. Parce que c'est très bien que les gens croient, et on a tous nos croyances. Et on est porté par nos croyances, comme nos émotions d'ailleurs. On est porté par nos croyances, absolument. Et elles sont source de transformation profonde, de guérison miraculeuse. Enfin, elles sont le support de notre élan vital. Moi, je voudrais ce que tu dis, c'est une bonne nouvelle. En fait, les bonnes nouvelles actuelles, c'est qu'il y a à la fois une intégration de médecine, d'approche médicale, d'approche de soins par le verbe, par le corps, par toutes sortes de pratiques, y compris la santé sexuelle, la santé alimentaire. Enfin, il y a tout un ensemble de dispositions qui font que le sujet dit « oui, je prends appui sur du vivant et je veux vivre ». Et puis il y a aussi très important. L'arrivée de manière scientifique, puisqu'on est dans un pays qui croit beaucoup à la science, de manière scientifique, une place importante à l'intersubjectivité. Et ça, je rejoins Lionel, je pense que cet espace-là, moi je dis dans mon jargon à moi, les inconscients se parlent, mais cet endroit-là où le sujet est entendu en tant que sujet, en tant que personne, avec tout ce qu'il est, avec toute la beauté de ce qu'il est et de sa singularité, eh bien, quand ça c'est accueilli, et souvent ça nous met en impuissance parce que voilà, notre modèle n'est pas le même, quelque chose s'ouvre d'impossible, possible en 2 mots, hein, de quelque chose d'un chemin possible pour aller vers, voilà, au-delà d'une croyance limitante ou au-delà d'une peur, etc. Donc je trouve que c'est les 2 bonnes nouvelles, c'est ça, c'est que la médecine s'ouvre et intègre des pratiques et la subjectivité, cette place humaine, c'est quand même ce pourquoi en médecine on s'est engagé sur un humanisme, eh bien cette subjectivité devient étudiée et prend un statut à part entière. Et juste pour information, cette année au concours de l'internat en médecine, donc pour tous les médecins qui seront nommés, on a une question, c'est le Collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires, le CUMIC. Donc on a positionné une question, c'est l'item 327 qui s'appelle les médecines intégratives et les interventions non médicamenteuses. Donc aujourd'hui, pour être nommé en médecine, il va falloir plancher sur les thérapies manuelles, les approches, enfin toutes ces approches-là. Très bien, c'est très bien. Ça bouge. Ça bouge, oui, exactement, c'est très bien. Alain, est-ce que tu peux nous dire un peu par rapport à ce début de discussion, c'est quoi la proposition de l'Institut Raphaël? Alors oui, en fait, c'est vrai que le décalage entre l'offre de soins et la demande, et je dis l'offre de soins, je m'occupe d'un plateau technique de radiothérapie, donc c'est très technique, qui traite 4000 patients par an, et donc la problématique de l'organisation pyramidale et de l'efficience d'exploitation des plateaux et de gestion de la maladie m'est connue. Mais c'est vrai qu'il y a une attente des patients qui est différente de nos contraintes médicales de gestion de la maladie.
Donc, en fait, l'idée a été de créer cet endroit qui s'appelle l'Institut Raphaël. Et Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Donc, c'est un bâtiment qui est à la porte de Champéret, de 10 étages, qui vont être dédiés exclusivement à tout ce qui n'est pas, comme on dit dans notre jargon, coté. Donc, on ne peut pas y faire de chimio, de rayons, de chirurgie, mais on fait tout le reste. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? On va accueillir des patients avec qui on va co-construire des parcours d'accompagnement qui sont coordonnés. Donc, il y a des coordinatrices de parcours et qui vont être orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être et le retour à l'emploi. Alors, on a 85 soignants de 40 disciplines, sexo, psycho, nutrition, acupuncture, les arts-thérapies, shiatsu, qigong, reiki, enfin bon, je vous passe il y a beaucoup de monde. Et l'idée, c'est de passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Les soins, on les offre gratuitement et on les évalue. Donc, en 4 ans, on a offert 54 000 soins gratuitement évalués à 3 400 nouveaux patients. Et donc, on a ainsi pu montrer qu'on diminuait de 60% le taux de dépression sans médicaments, on diminue les troubles du transit intestinal, le sentiment d'isolement chez des gens qui étaient souvent bien entourés, les troubles du sommeil, insomnie, troubles d'endormissement, réveil nocturne, etc. Donc, l'idée, c'est que cette prise en charge globale puisse être proposée à tous les patients pendant et après traitement pour un cancer. Et là, on a ouvert cette année aux maladies chroniques un programme pilote pour montrer finalement que, quelle que soit la fragilité, c'est la manière dont on s'occupe de l'individu voilà, qui va compter. Donc, on le fait tout en gardant notre activité, en tout cas moi, de cancérologue, donc je prescrire de la chimiothérapie des rayons, mais on travaille dans une équipe. Et c'est cette équipe qui se met à disposition d'un parcours global. Ça répond bien à la remarque tout à l'heure de Lionel, à savoir, Oui. c'est quoi la filière de soins, qu'est-ce qui est, c'est vraiment ton plateau, enfin, l'Institut Raphaël est vraiment un modèle émergent d'une pratique de santé. Voilà. Alors, on parlait d'éthique, donc on s'est fixé les mêmes devoirs que d'hospitalité, mais les devoirs d'accueil, de non-abandon et l'éthique de Lévinas, c'est-à-dire c'est l'éthique d'autrui. C'est le devoir vis-à-vis de l'autre fragile. Alors, le médecin fait partie d'une chaîne, c'est le maillon d'une chaîne qui le dépasse. On a besoin des médecins, c'est sûr. Mais quand vous dites à une femme de 25 ans qu'il faut enlever le bébé qu'elle a dans le ventre parce qu'il faut commencer une chimiothérapie rapidement, même si vous mettez le temps et les mots, voilà, ça induit un traumatisme et une rupture dans sa ligne de vie qui fait que seul médicalement, même si vous rajoutez 10 consultations, on y arrivera à peine. Et donc, alors il y a des fois ce qu'on va dire, et puis il y a le non-dit. Il y a les temps, et puis il y a des expertises nouvelles. Et donc, le médecin, dans des situations complexes, va avoir besoin d'équipes beaucoup plus étoffées. Donc, par exemple, depuis qu'on a les arts-thérapies, alors on a les arts plastiques, la musicothérapie, la danse-thérapie, dramathérapie par le théâtre, écriture thérapeutique. Et on n'a jamais vu autant de problématiques type violence conjugale, viol, inceste qui émergent. Les patients qu'on connaît, qu'on côtoie depuis des années, mais on n'a pas laissé d'espace pour que cela remonte. Alors, on a l'habitude, nous, de rappeler les chiffres. Aujourd'hui, on a 400 millions de consultations médicales en France chaque année. La moitié d'entre elles, c'est pour gérer des symptômes de maladies chroniques. Alors, le médecin, en général, il coupe la parole au bout de 23 secondes au patient. Et dans plus de 90% des cas, il prescrit des médicaments. Et on jette une boîte sur 2 à la poubelle, on jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Donc, c'est un peu un plaidoyer pour passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative. Donc, cette intégration, ça va être l'intégration bien d'intervention non médicamenteuse, mais l'intégration de toutes les dimensions de la santé, qui n'est pas que l'absence de maladie, mais qui va se composer de la santé psychologique, émotionnelle, sociale, sexuelle, environnementale. Donc, en fait, c'est la dynamique et la culture qui va porter notre action, qui est le préambule au changement pour que le patient soit repositionné au centre. Et ensuite, il faut effectivement les moyens adaptés pour pouvoir porter ce parcours santé. Et chaque médecin s'intègre très bien dans un parcours santé, j'ai fait un lapsus, centré sur le patient. Donc le sujet, c'est plus le planning du médecin, la capacité technique à répondre à un besoin de soins, mais c'est le patient et les gens qui l'entourent.
son projet de vie. Alors, juste Alain, une incise et après j'en donne la parole à Pierre si tu veux bien. Il y a quelque chose qui a émergé aussi à l'Institut Raphaël, qui est quand même une forme tout à fait singulière, c'est les voyages que vous faites entre soignants et patients. C'est-à-dire vraiment la capacité de créer des temps de rencontres et d'espaces dans lesquels cette espèce de répartition, moi je suis du côté de la maladie, moi je suis du côté du soin, c'est le vivant qui réunit et qui fait partage. Et ça, là encore, c'est une évidence de vie, mais tu vois, c'est un modèle de santé que tu proposes. Ouais. Alors après, le patient, comme le soignant, comme n'importe qui, a ses mécanismes de défense. Le patient, et c'est une relation asymétrique, la relation soignant-soigné, où le patient, il dépose beaucoup plus. Et le patient attend du médecin autre chose que des savoirs. Donc, il y a même une relation de transfert parfois. Donc, à partir du moment où il y a une vraie réflexion et un travail sur les mécanismes de défense, les postures, à ce moment-là, on peut s'autoriser à sortir du cadre de la consultation, mais de façon encadrée malgré tout, avec des objectifs, une manière. Mais en tout cas, il est arrivé, je crois que c'est la 10e retraite, 48 heures des soignants, des patients, qui passent vraiment du temps de vie ensemble. Et le patient, ce n'est pas un patient, c'est une personne qui en plus a une maladie, qui l'a fragilisé ou qui le fragilise, mais qui n'est pas définie par sa maladie. Et le soignant, il a aussi ses failles, et puis en dehors du cadre et du contexte, il va être lui-même. Et donc ce partage de temps, c'est important pour mobiliser des ressources, pour acquérir de nouveaux outils. Puis il y a certains patients qui ont besoin de se retirer de leur contexte pour arriver à améliorer leur lâcher-prise, à prendre conscience des choses, à reformuler un projet personnel, à aller vivre en collectivité quelque chose qu'ils ont du mal à vivre seuls. Et puis, on a une action thérapeutique finalement de ces retraites. Mais encore une fois, il y a énormément de travail pour chaque retraite pour arriver à guider la manière avec laquelle chacun va pouvoir être lui-même sans rendre complexe la convalescence ou la gestion de la maladie de l'autre. Pierre, est-ce que je peux te demander, là, on a sur le chat des gens qui disent merci, qui disent vraiment mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir quitté la Terre, magnifique. D'autres, je trouve que c'est un changement radical de point de vue sur la médecine qui porte beaucoup d'espoir. Une autre qui dit un cadeau de la Saint-Nicolas, merci pour cette bouffée d'espoir. Enfin, voilà, je pense qu'on est dans du juste, quoi, dans quelque chose qui parle de la vie et qui parle de ce que j'appelle moi cette nouvelle humanité qui est là, qui est à nos portes. Alors peut-être Pierre, je vais revenir à toi parce que tu avais un témoignage quand on a préparé cette émission. Encore une fois, radiologue, c'est-à-dire que tu fais un examen et tu poses un diagnostic, voilà. Et tu n'es pas celui qui va ensuite avoir l'histoire de vie, tricoter l'histoire de vie avec le patient. Donc, c'est un endroit un peu singulier et peut-être de mon point de vue un peu frustrant, mais tu voulais nous partager 3 vignettes d'observation de qu'est-ce qui a fait que, d'après toi, des patients mobilisaient une force de vie et de désir de guérison. Est-ce que tu as envie de nous en parler maintenant ou pas? Oui, si tu veux, absolument. Donc effectivement, j'en ai beaucoup, mais il y a 3 cas dont on pourrait parler, enfin 3 cas cliniques qui ont montré qu'il y avait eu des survies exceptionnelles qui insultent la médecine, hein, vraiment, et qui sont en fait liées à des gens exceptionnels. Premier cas, vous reconnaîtrez tous, hein, je dirais pas de nom, mais vous reconnaîtrez tous, c'est un homme politique de très haut rang. Je le vois en novembre 95 et il est mort en janvier 96, donc il était vraiment en fin de vie et ça faisait 15 ans qu'il se battait sur un cancer de la prostate. Et il vient me voir, en fait, il vient me voir tout simplement parce que nous étions dans le même immeuble. Voilà, mon cabinet était au 5e et au 3e. Il arrive un soir très tard, très fatigué, accompagné par ses officiers de sécurité, son médecin traitant. Bon, déjà la situation était compliquée. Je lui fais son examen, on est dans une salle d'échographie. Il fait très très chaud, c'est long. C'est un examen compliqué par voie interne, par voie externe. Enfin, tu vois, vous voyez, tout y était pour que ce soit difficile. L'examen dure 1 heure et quart. Au bout de ce patient, entre guillemets, ne dit rien, pas un mot.
Il est vert, il est blanc, il est jaune, il est tout ce que tu veux, mais il est épuisé. Au bout d'une heure, je dis, Monsieur le Président, l'examen est terminé. À ce moment-là, il se soulève. Ah oui, pardon. Il se soulève du lit, il se retourne vers moi, il devient rose comme un bébé. Donc, il me regarde droit dans les yeux, sans ne m'avoir posé aucune question sur ce que j'avais vu. Et il me dit, dites-moi, docteur, pourquoi tout m'a toujours obéi dans la vie, sauf mes cellules? Et là, j'étais un peu bloqué et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il veut dire par là, quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de me demander? Simplement, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, je me suis dit, est-ce que c'est simplement, vous voyez, ma tête jusqu'à maintenant, ça fait 15 ans qu'on me dit que c'est terminé pour moi, mais ma tête a été plus forte que mon corps. Je suis beaucoup plus fort que mon corps. Est-ce qu'il veut me dire, j'ai reçu un mandat, donc il fallait que j'aille au bout? Est-ce qu'il veut me dire, j'avais envie de rentrer dans l'histoire? Je ne sais pas. J'ai jamais su. Enfin, il faut quand même me dire. Faut quand même me dire, je suis plus fort que mes cellules jusqu'à aujourd'hui. Ouais, je suis arrivé au bout du rouleau. Mais il a quand même eu une survie exceptionnelle, cet homme. Et c'est un homme exceptionnel. Voilà. Alors, ton deuxième cas de femme exceptionnelle, moi j'aime bien les gens qu'on appelle ordinaires. Voilà. Deuxième cas, c'est une femme que j'ai vue il y a 30 ans. À l'époque, elle avait 60 ans, je crois à peu près. Et je lui trouve, le jour où je la vois, je lui trouve un cancer du sein dans chaque sein, bilatéral, avec un envahissement ganglionnaire, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas bon, quoi. Hein. Bon. Et en plus, dans le bilan d'extension, on lui a trouvé des métastases hépatiques. Donc, elle avait un mauvais pronostic au départ. Bon, cette femme, dans la trentaine d'années, dans les 10 ans qui ont suivi, elle a fait un lymphome hodgkinien, elle a fait un mélanome et elle a fait une récidive de son cancer du sein. Tout ça avec des métastases, enfin, un truc vraiment très compliqué. Cette femme, elle a aujourd'hui 90 ans. Tous les ans, je la vois en contrôle. Elle est en pleine forme. Elle va très bien, c'est une petite mamie qui voit, qui entend, qui marche, elle a juste une petite canne, qui ne veut être accompagnée par rien ni personne, qui joue au bridge, qui joue au sudoku, elle me raconte qu'elle fait des mots fléchés parce que c'est bon pour la tête. Enfin bon, elle est formidable. Et quand je l'interroge, évidemment, ça fait 30 ans qu'on se connaît, on parle beaucoup, et je dis, mais c'est quoi, d'où vient cette force, quoi, cette force que vous avez? C'est vrai, vous êtes une véritable insulte à la médecine, quoi. Et elle me dit, mais non, très simple, je veux vivre, j'aime la vie, tous les jours, chaque instant. Ma famille a été déportée, je connais le prix de la vie, on m'a fait ce cadeau, et j'ai envie de le garder, tout simplement. 90 ans, elle est magnifique, après tout ce qu'elle a eu. Dernier cas, c'était il y a 1 an, une jeune femme de 27 ans, qui arrive au cabinet, pas d'ordonnance, elle n'avait pas d'ordonnance, pas de rendez-vous, rien du tout, elle est en larmes. Et elle vient avec deux gamins, à droite et à gauche. Elle veut absolument, elle vient parce qu'elle a très très mal au sein. Les médecins qu'elle a vus la veille lui ont dit, écoutez, c'est rien du tout. Bon. Je lui fais son échographie, du côté de la douleur, il n'y a rien. De l'autre côté, il y a 2 cancers et des ganglions. Bon. Évidemment, ce qui devait durer 10 minutes dure 1h30, puisque là, effectivement, donc là, les biopsies ont été faites, elle a tout accepté, elle a tout compris, etc. Quand on l'interroge, elle a eu un Covid grave dans l'année qui a précédé. Son nouveau compagnon, parce que le père de ses enfants n'avait jamais vu les enfants, mais son nouveau compagnon était parti. Elle avait perdu son boulot. Et en plus de ça, sur les 2 enfants, il y en a un qui est autiste. Bon, donc situation compliquée. Et la première question qu'elle me pose, c'est combien tout ça va me coûter? Quand je lui dis 0, parce qu'on est en France et ça vous coûtera 0, j'ai senti comme un soulagement. Et ce soulagement, je l'ai pris comme quelque chose. Tout de suite, on rentrait dans le processus de guérison. Elle était soulagée, c'est-à-dire que je lui ai enlevé un poids très important.
parce que l'argent était très important pour elle. Et la deuxième question, c'est quid de mes enfants? J'ai compris qu'il fallait que je me fasse traiter assez rapidement. Donc, qu'est-ce que je vais faire de mes enfants? Là, je lui dis, le père, il est là. Elle me dit, non, il n'a jamais vu ses gosses. Les grands-parents, non, il reste qu'une grand-mère, elle est à l'EHPAD. Et comme elle voyait qu'on cherchait une solution, tout d'un coup, elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit, vous savez, docteur, et là, elle a repris la main et elle m'a dit, je vais trouver une solution. Dans 6 mois, je viendrai vous voir. J'irai très bien. Mes enfants seront bien et j'irai très bien. 3 mois après, je reçois une carte postale. C'est rare, les cartes postales aujourd'hui. Elle était en photo sur la carte avec ses 2 gamins sur une barque, en plein sourire, au jardin d'acclimatation, avec juste un foulard sur la tête et tout allait très bien. 6 mois, il y a 6 mois, je la revois en contrôle. Elle n'a pratiquement plus rien. Et elle m'a dit, moi, je me bats pour mes enfants. Voilà, le désir de vie, le désir de survie. Ouais, merci. Des personnalités exceptionnelles, des survies exceptionnelles, quoi. Est-ce qu'il y a un écho? Est-ce que Alain, Lionel, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Lionel, j'entends pas. Je trouve que c'est des amorces d'observation qui sont passionnantes et qui nous laissent en même temps plein d'interrogations. C'est-à-dire qu'on voit bien à l'œuvre qu'on a envie d'avoir des questions multiples quant au fonctionnement mental, psychique de chacun de ces patients et donc des effets de ce fonctionnement ou de ce qui s'est passé sur le plan thérapeutique pour faire bouger ce fonctionnement, puisque si on pose que l'individu est une unité psychosomatique, ça place d'emblée le fonctionnement psychique et l'appareil psychique en position centrale de défense. C'est-à-dire qu'être psychosomaticien, c'est poser nécessairement qu'il n'y a plus de clivage, il existe un continuum psychosomatique entre le fonctionnement psychique du patient et le fonctionnement biologique. Il existe un continuum. Les agents de la médiation de ce continuum sont loin d'être tous identifiés, mais en tout cas, on peut néanmoins poser des éléments, je dirais, des mises en relation de ce qui se passe sur le plan biologique et de ce qui se passe sur le plan du fonctionnement psychique. Le premier cas que tu as posé, pour moi, c'est un problème d'interprétation. Tu le formules comme ça, toi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a voulu me dire, ce bonhomme-là? Moi, je dirais déjà, ça relève d'une certaine pensée magique. C'est-à-dire penser qu'on peut agir sur son fonctionnement cellulaire. C'est une pensée magique, ça n'existe pas. Pour avoir cette pensée magique, pour moi, il faut être dans, sans doute, quelque chose qui est de la part de cette personne, ce que l'on appelle un fonctionnement de toute puissance narcissique. Oh là là. Ah oui. Non, on est en plein dedans. Oh, nous avons un débat, nous aurions un débat un peu animé, Lionel, en dehors de cette chaîne. Oui. Parce que la pensée magique, elle est opérative et elle peut faire appel à des dimensions sacrées, par exemple. Donc, l'enfermer dans des terminologies psychiatrisantes me paraît, en tout cas, intéressant pour en débattre. Voilà. Après, c'est une question de terminologie. Moi, je ne parle pas de la croyance. Je parle de la pensée magique définie comme l'idée que quelque chose de physique pourrait intervenir sans action physique. C'est ça la définition de la pensée magique. Oui. On a des beaux exemples avec la méditation, où en fait, on voit hein, les gens qui méditent peuvent générer des états de conscience modifiés. Et quand on fait, et on le démontre tous, des électroencéphalogrammes,
ces états de conscience modifiés se matérialisent par des ondes alpha, etc. Donc, en fermant les yeux, on modifie Mais le c'est pas signal magique. électrique. C'est D'accord. pas magique. Non, mais la question, c'est que sans intervention physique, on peut, par des états de concentration, modifier physiquement la manière dont notre cerveau fonctionne. Il y a une action physique. La concentration est une action physique, et notamment par ses effets sur l'état mental, bien évidemment. Mais ça, c'est pas magique. La définition précise de la pensée magique, c'est « je peux léviter ». Je peux rentrer en lévitation. Ça, c'est de la pensée magique. En tout cas, pour ce qui est de la puissance narcissique, là, tu as raison. Hein. De la puissance narcissique, là, il y en avait. Hein. Bah oui, penser pouvoir contrôler son fonctionnement cellulaire comme ça, même en termes de rapport de pouvoir. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Peut-être que ce n'est pas le lieu là, d'un débat idéologique sur toutes ces choses-là, mais je trouve que en vous écoutant d'abord déjà tous les deux, en entendant les réactions sur le fil, en entendant Lionel nous rappeler à quel point, en effet, la subjectivité et l'intersubjectivité et l'hospitalité de l'autre, y compris dans sa pensée magique, peuvent être source de vitalité. Je trouve que vous illustrez ce soir ce changement, ce shift dans la manière de regarder la santé et la place de la médecine dans les processus de guérison. Moi, j'ai envie de vous dire juste ça. Merci. Merci à Pierre dans cette place, encore une fois, qui est, je crois qu'Alain serait d'accord avec moi, la place du radiologue, elle n'est pas facile parce que tu peux être porteur, voilà, tu es entre, et tu es porteur d'une information qui peut être cruciale, d'accord, et qui peut être déterminante. Et la manière, tu l'as dit tout à l'heure rapidement, mais la manière de dire les choses, la métacommunication même avec laquelle tu vas les dire, ton visage, ta gestuelle, ta tranquillité ou ton intranquillité, ça peut avoir un impact sur l'imaginaire de la personne qui le reçoit. C'est pas facile. Je trouve que le métier de radiologue n'est pas, diagnostiqueur n'est pas facile, très clairement. Très clairement. Alors qu'à l'Institut Raphaël, c'est plus. On a du temps, Alain, n'est-ce pas? On a du temps et des propositions qui se déploient avec la personne. Oui, mais maintenant, c'est vrai que le métier radiologue, ça dépend de la manière dont il est exercé. Parce que soit vous avez le modèle de la radiologie, du médecin qui prend son temps, qui va connaître ses patientes, les accompagner, soit vous avez le gros cabinet d'en face qui s'est fait racheter par un fonds avec que des remplaçants qui font des annonces dans le couloir. Donc le métier de radiologue, il n'est pas protégé par le modèle économique de la radiologie. Et c'est vrai que souvent les annonces sont faites comme des diagnostics. Et vous avez après ceux qui vont se soucier d'aller conduire le début de prise en charge, passer un coup de fil au médecin, orienter le patient, et puis ceux qui vont fermer la porte en disant « j'ai fait mon boulot ». Et c'est comme dans tous les métiers, il y a des manières de les exercer. Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que faire une annonce sans donner après la manière avec laquelle on va gérer la prise en charge, trouvez-vous un chirurgien, et puis vous avez des patients. Donc en fait, c'est la manière de l'exercer. Voilà, ce n'est pas le métier en tant que tel. Il y a des gens qui restent derrière leur console, d'autres qui vont considérer qu'ils mettent à disposition des outils dans le cadre d'un processus et qui se soucient de l'avant et qui se soucient de l'après. Et dans tous nos métiers, c'est pareil. La totalité des métiers en médecine, il y a des manières différentes de les faire. Donc, peu importe les outils, l'essentiel, c'est comment on va conduire sa relation à l'autre et comment on s'inscrit dans sa relation à l'autre. C'est juste, tout à fait. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, les mots peuvent être des fenêtres ou des murs. Eh bien, je trouve que ce soir, avec vous, les fenêtres ont plutôt été les mots ont plutôt été des fenêtres. Et je voudrais vous remercier. Damien, est-ce que tu as un écho? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Tu as écouté depuis tout à l'heure. Oui, je m'interroge. Merci beaucoup pour tous ces partages très, très riches. Je m'interroge sur la notion de confiance, pardon. Peut-être que les deux sont très liés,
Mais Monsieur Elbaz, vous avez parlé de l'importance du regard. Est-ce que vous pourriez peut-être approfondir, Alain ou Pierre, sur cette création de confiance dans la relation thérapeutique? La confiance, la définition de la confiance, c'est un état psychologique qui est caractérisé par le fait d'accepter sa propre vulnérabilité, mais on va le faire sur la base de croyances optimistes par rapport à l'interprétation qu'on a du comportement ou des intentions d'autrui. Donc, quand le médecin et le patient ne se connaissent pas, c'est sûr que si tu veux que le patient il pense que tu as des bonnes intentions à son égard, soit tu vas lui dire quelque chose, soit tu vas le toucher d'une certaine manière, soit tu vas le regarder d'une certaine manière. C'est-à-dire pour inspirer la confiance, quand il n'y a pas de vécu, il va falloir qu'il y ait du verbal ou du non-verbal, mais qu'il y ait une communication de disponibilité qui va faire que le patient va croire en toi. Et cette confiance, elle est très importante avec la considération que tu vas porter pour entrer dans une relation où le patient il va ensuite pouvoir déposer, se livrer et puis se confier, mais sans qu'il y ait de logique. Je compléterai ce que dit Alain en disant, il a parlé des mots. Oui, les mots, mais les mots doivent être francs, doivent être clairs, ils doivent être évidemment donnés avec empathie, mais on doit dire les choses clairement, on ne doit pas les édulcorer. On doit dire les choses. Et sur ces bases-là, la confiance s'instaure. Et comme vient de le dire Alain aussi, parfois on est amené, on touche le patient, quoi. On le tient, on lui tient la main, on est à côté, on n'est pas doucereux, mais on est là, quoi, pour montrer qu'il y a une certaine force, une certaine énergie qui transparaît comme ça. Et enfin, il y a ce fameux regard, j'insiste sur le regard. On regarde le patient, on sourit avec ses yeux et on l'encourage avec les yeux. Je crois que la confiance, elle s'établit aussi là. Et tout de suite, on sent que le patient peut prendre vraiment confiance et que les choses basculent pour lui dans le bon sens, quoi. Oui, c'est très important la confiance, très important. Je vais rebondir là-dessus pour vous partager, si tu veux bien, Alain, une petite vignette d'observation. J'accompagne de temps en temps la consultation d'Alain Toledano parce que je veux voir quel est l'impact justement pas seulement de l'annonce, mais de l'intersubjectivité sur la vitalité du patient. Qu'est-ce que le patient fait de la consultation? Qu'est-ce qui se passe dans cet espace-là, dans ce temps-là, qui fait que à la sortie, il repart d'une certaine manière? Et je suis fascinée chaque fois que j'observe les consultations d'Alain de voir comment le temps de la relation, le ton qui est pris, les modulations de la voix, le regard, tu viens de le dire, Pierre, la danse avec lui pour parler de sa vie et pas seulement de sa maladie, la maladie devenant un événement parmi d'autres de l'événement, du fil de la vie du sujet. Et je trouve qu'il y a une habileté, une intelligence, pas seulement empathique, mais aussi culturelle, intellectuelle, parce que tu vas sur plein de registres, tu parles de la vie. Et voilà, on va traiter aussi ce cancer chemin faisant, parce qu'il fait partie de l'histoire de vie et que c'est peut-être une maladie chronique. Ce qui me frappe, entre autres, c'est qu'à la sortie, les patients partent avec un sourire, mais un sourire d'énergie transmise. Et je voudrais vraiment, là, peut-être te donner la parole, Pierre, parce que j'ai une interrogation. Oui, je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai que là, c'est moi qui me sens mal à la fin de la consultation, comme tu viens de te dire, ils sortent avec le sourire, etc. Et ils sortent souvent en te disant merci. Merci docteur, merci pour tout. Merci. Et c'est là où tu te dis, mais merci de quoi en fait? Merci de quoi? Tu viens d'annoncer, tu viens de faire part, tu viens de... Voilà, que quelque part, voilà, leur vie va quand même changer. Hein? Et bon, les choses, je fais un résumé très rapide, ça ne dure pas un quart d'heure, comme je vous dis, l'annonce d'un cancer entre le moment où il rentre dans la salle et le moment où il ressort, il ne se passe plus d'1 heure. Hein? Et
eh bien, il termine quand même et on le raccompagne, il me dit « Merci, docteur ». Et là, ça fait 30 ans que ça dure, 35 ans que ça dure, 35 ans que je ne comprends pas ce merci, que je me sens à chaque fois très mal avec les remerciements qui suivent. Voilà, ils rentrent, ils ressortent avec la vie a un peu changé, quoi. Et c'est très difficile, ce processus de gratitude, tu vois, qu'il faut comment l'interpréter, comment le recevoir. Enfin, comme disait Alain tout à l'heure, on a tous nos croyances et tous notre culture par rapport à ça. Voilà. Je sais pas comment toi, Alain, tu reçois ça quand on te remercie de tout ce que tu fais. C'est pas évident. Oui, mais je pense, comme toi, mais je pense parce qu'en fait, tu te nourris de l'autre autant qu'il se Oui, nourrit c'est de ça. toi. Donc, il y a déjà une réciprocité. Donc, la gratitude est malvenue parce que c'est comme si on Oui, se positionnait dans une relation où on donne, alors qu'en fait, on donne autant qu'on on donne. reçoit. Donc, tu vois, c'est pas très juste. Absolument. Absolument. On reçoit beaucoup Oui, de ces gens-là. mais attendons, dire merci, juste, je fais cette petite incise pour vous, puisque l'expérience de la gratitude, c'est un processus de guérison à des niveaux très subtils. Quand je dis merci à quelqu'un, j'ouvre mon cœur dans la relation, et ça met en vitalité. Donc, ce merci s'adresse à toi, mais s'adresse aussi à la vie qui t'a mis sur son chemin. Ouais. Après, C'est vrai. la posture de se battre pour préserver la vie ou de se battre contre la mort, c'est pas exactement la même chose. Donc, une fois que la maladie s'est invitée, la manière avec laquelle on va conduire la relation et le rapport à l'incertitude et la façon de générer de l'espoir, c'est notre sujet. Et donc, C'est complètement notre sujet. C'est-à-dire, c'est vraiment entièrement. Je suis d'accord avec toi. Et c'est pas facile, hein. Et c'est pas facile à gérer. Nos amis vous parlent sur le chat. Merci. Alors, je vais lire un peu. Merci infiniment pour ce niveau de partage, de générosité et de richesse de vos compétences différentes. Gratitude à votre organisation. On le prend pour nous. Merci Daniel. Après, médecin, merci pour ces échanges très riches qui témoignent que le healthcare est dans une dynamique positive. Continuons. Linden qui nous dit peut-être merci, ça c'est pour le cas de ta patiente, de votre présence et du soin que vous avez pris de moi. Moi je l'entends, mais de manière presque ontologique, quoi. Tu as pris soin de moi et ça c'est précieux. Et puis il y a un autre merci, 1000 merci à chacun. Voilà, merci à Pierre Elbaz, le patient a envie d'avoir toujours le droit de donner aussi. Et ça, je trouve que c'est très beau cette remarque. Oui, absolument. Elle est très belle cette remarque. Absolument. Oui. Il a le droit de donner, même s'il est dans un moment où il est absolument. Très belle remarque. Très, très chouette. Ouais. Laurence, justement, je voulais apporter aussi ma contribution à ce qu'ont dit Pierre et Alain. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Au fond, ce que vient de dire cette intervenante, c'est centré sur la question de l'interpersonnalité et de l'intersubjectivité. C'est-à-dire qu'on est reconnaissant à un autre qui vient là, au moins tenter de vous apporter du bien. Moi, je trouve que la question, justement, du regard, elle est à cibler là-dedans. C'est-à-dire que le regard, c'est un phénomène de communication non verbale. Je veux dire, et d'une façon générale, voilà, les attitudes corporelles, les silences, etc. Au fond, ça renvoie à la question, dans cet espace interpersonnel et intersubjectif, ça renvoie aux capacités perceptives du praticien, quel que soit son lieu d'intervention. Percevoir un patient, c'est-à-dire percevoir quelque chose de sa façon de fonctionner mentalement, son identité, et je dirais également en intégrant sa culture et son système de croyances. Et in fine, finalement, tu as parlé tout à l'heure, Laurence, de quelque chose qui pour moi est tout à fait fondamental, c'est-à-dire c'est l'espace de la communication d'inconscient à inconscient. Et c'est nécessairement à partir de ces données perceptives et de ces données
de communication intersubjective que la question de la confiance doit être pensée. Alors, je vais te taquiner. Je ne te connais Je pas, t'en Lionel, prie. mais je vais te taquiner et je connais bien Jean, comme je te l'ai dit. Le dialogue que peut avoir un patient avec ses cellules est de même nature, peut-être, puisqu'on ne sait pas ce que c'est que l'inconscient. Je ferme la parenthèse, mais on pourrait en reparler en dehors de l'antenne. Ah oui, oui. Il faudrait qu'on se rencontre tous La les deux pensée pour aller magique. plus loin. La pensée magique. Ok, les amis, ben voilà, on est dans nos temps. Moi, j'ai envie de dire, c'était une grande joie. C'était, on a quelqu'un qui veut prendre la parole. C'est Laure. Oui, Laure. Alors, comment je te donne la parole, Laure? Vas-y. J'ai désactivé, je pense, le micro. Vas-y. Vous m'impressionnez, franchement, je n'ose pas parler. Moi, je suis praticienne naturopathe et énergéticienne au passage. Et il y a une question qui m'interpelle, c'est est-ce que quand vous avez une patiente, un patient qui vient, vous recherchez la cause de la cause? Comment est arrivé ce cancer? Alors, moi, je peux essayer de répondre. Enfin, évidemment qu'à chaque fois, comment il est arrivé, non. Mais je veux dire, à chaque fois qu'on découvre quelque chose comme ça, évidemment, on interroge beaucoup la patiente. Et très souvent, dans les 6 mois ou 1 an qui précèdent le diagnostic qu'on fait, dans les facteurs de risque, on trouve le stress. Le stress, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Et dans les facteurs de stress, il y a toujours quelque chose qui m'a beaucoup étonné, c'est que le premier facteur, c'est le déménagement. Très souvent, le déménagement a entraîné une perturbation des repères temporaux-spatiaux. Bon, Alain connaît beaucoup mieux que moi, mais il nous dira très certainement ce qu'il a retrouvé, lui, dans ses antériorités. Mais moi, j'ai le stress, le deuil, qui sont très souvent des choses qu'on retrouve dans les mois qui ont précédé ou les années qui ont précédé. C'est vraiment les deux choses. Maintenant, depuis 10 ans, il y a aussi le chômage, je crois, qui est arrivé. Mais c'est incroyable hein, ce qu'on retrouve. Effectivement, ce sont des choses qu'on retrouve dans l'année qui précède. Et le déménagement, Alain, c'est très intéressant. Le déménagement, c'est considéré comme un facteur de stress extrêmement important. Alors, évidemment, d'autant plus important qu'on est âgé, parce que là, on perd complètement ses repères. C'est un facteur très important de déménagement. Alain, je ne sais pas quelle est ton expérience. On appelle ça, nous, Vous appelez ça comment? Nous, en naturopathie, on appelle ça la désadaptation. La désadaptation. Le fait que la personne arrive dans une diathèse de désadaptation, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut durer de quelques mois jusqu'à 2 ans et la personne doit avoir une période d'adaptation. Ça peut être aussi bien la ménopause, un deuil, un déménagement. Et en fait, le corps est en désadaptation, il doit savoir s'adapter, ce qui crée en fait un stress chronique qui provoque chez lui, en fait, on peut dire aussi un stress oxydatif, etc., ou même des émotions qui se sont cristallisées dans le corps qui vont créer, en fait, au niveau des cellules, les émotions, le deuil. Nous, on parle en énergétique, par exemple, le deuil provoquer la tristesse qui va être redirigée vers les poumons ou la colère va être redirigée vers le foie. Et en énergétique, on va en fait essayer de savoir par une anamnèse, moi en naturopathie et en énergétique, savoir quelles ont été les émotions qui ont pu se cristalliser afin de libérer la transmission énergétique du corps et libérer l'organe qui aurait pu en fait être atteint. Moi, personnellement, je l'ai vu. Excusez-moi. Oui, alors en fait, c'est hyper important d'arriver à essayer de trouver une symbolique qui va conduire les gens à compenser leur déséquilibre ou trouver des équilibres. Ça, c'est plutôt salvateur. Mais quand on fait des analyses de cause, de causalité, c'est pas pareil de faire une vraie enquête ou un plaidoyer. Or, on voit bien que comme il n'y a pas de moyen de le démontrer, finalement, il y a beaucoup de théories qu'on va faire passer sur quelque chose d'assez systématique, alors qu'on voit bien que les causes sont multifactorielles. La dame qui a 38 ans, et c'est la 5e sœur qui a un cancer du sein et qui a un gène qui ne va pas, on peut lui dire qu'elle a déménagé et que c'est à cause de ça, ça ne va pas non plus. Donc en fait, on est astreint quand même à une certaine rigueur dans la manière, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas fabriquer des représentations mentales
qui peuvent nous permettre d'aller chercher des équilibres. Donc, en fait, il y a un moment où dans le discours, on est responsable. Et donc, il faut qu'on arrive à parler avec des conditionnels, à envisager le caractère multifactoriel. Et l'incertitude, ce n'est pas que du côté des patients, il faut que ce soit aussi du côté des thérapeutes. Oui. Donc, les théories qui existent pour tout et qui sont affirmatives, c'est complexe. Donc, pour garder la création, et moi, là, on vient de sortir l'étude avec nos 5 naturopathes sur le fait qu'on diminue de 60% les troubles du transit sur certaines populations. Et en soi, c'est génial. Mais on ne peut pas faire comme si chaque soignant, il avait tous les outils du monde pour tout comprendre. Et donc, il faut faire attention à ces manières de créer de l'analyse de causalité sur des perceptions individuelles. Mais ça enrichit, en même temps, ça enrichit oui, jusqu'au moment où tes patientes de 45 ans, eh ben, elles redéménagent et elles s'endettent. Où certains pensent que c'est ce qu'elles mangeaient. Et donc, à ce moment-là, elles arrêtent de manger. Et là, ça précipite des... Donc, il faut qu'on soit aussi responsable de la manière avec laquelle ce qu'on dit, ça va influer sur l'autre. Tout à fait. Pas seulement. Donc, une hypothèse, on peut la formuler après ces observations, et ensuite, on la teste pour la valider. Et sinon, on parle au conditionnel. Et en fait, ça peut être le discours peut être destructeur. Donc, les idées, ça peut être les meilleures hypothèses du monde, il faut qu'on fasse très attention à la manière. Et c'est là où il faut qu'on encadre. Enfin, c'est pas posé en 5 minutes, l'anamnèse, elle dure presque 2 heures. Donc, on ne pose pas... Il n'y a pas d'outil d'analyse causale. On peut avoir la meilleure connaissance de l'autre sans comprendre pourquoi la cellule, de façon multifactorielle, a dysfonctionné. C'est pour ça qu'il est hyper important de travailler ensemble. C'est ça. Et ce que dit Alain, que j'aime beaucoup et qui est l'esprit de l'Institut Raphaël, c'est même si on croit faire de notre mieux, on peut faire du tort parce que, tu vois, si on dit à quelqu'un « Ah oui, vous avez déménagé, c'est une cause de… tu peux fixer dans l'esprit de la personne une représentation fausse, hein, parce que ça a peut-être pu arriver dans son histoire dans le passé, mais ce n'est pas une prescription de toute éternité. Or, le cerveau humain a tendance à faire des croyances, surtout quand il y a une maladie en jeu. Il y a des tas de mécanismes de pensée magique qui sont à l'œuvre et qui peuvent créer des fausses croyances. Donc, merci Alain, tu nous redis, on est des chercheurs de vérité, on est des chercheurs de questions, je crois qu'on est des chercheurs de questions et des accompagnants de vie, quoi. Voilà, c'est ça avec humilité et avec nos vulnérabilités et nos folies à l'œuvre, quoi, nos foi, nos engagements. Merci à vous tous, hein. C'était super. Merci. Vraiment. Merci et alors, beaucoup. Institut Raphaël, c'est le moment, hein, c'est des fondations, vous avez le droit de donner, c'est une partie qui est défiscalisée. J'ose le dire, Alain, parce que je trouve que c'est important de soutenir les initiatives jusqu'à ce qu'un jour, la médecine considère que oui, il faut peut-être qu'il y ait des prises en charge, quoi, hein. Donc pour l'instant, merci aux pionniers et merci à vous tous ce soir. Merci à toi, Laurence. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.